Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette session, on va pouvoir démarrer. L'objet de la session, c'est de parler d'intelligence artificielle, donc c'est la thématique de cette track. Et cette fois-ci, donc, on va parler de comment appliquer de l'intelligence artificielle sur du edge computing. Donc pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le concept de edge computing, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est d'être capable d'effectuer des traitements, des calculs, non plus sur le cloud, mais cette fois-ci donc sur des objets, des appareils, des machines, des serveurs, déployés sur le terrain, dans un réseau local. Ça peut être à la maison, dans une voiture, une usine, un site quelconque. Donc, je vais revenir par la suite sur les différents cas d'usage qu'on voit globalement chez nos clients. Et on va donc parler intelligence artificielle dans le sens, non pas comment utiliser les services de haut niveau que Julien Simon vous a présenté ce matin, c'est-à-dire les recognition, poly, etc., qui sont utilisables directement en self-service via des API qui sont déjà exposés. Là, on va voir comment déployer et générer des prédictions à partir d'un modèle de deep learning entraîné. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus sur les aspects d'entraînement du modèle. Ça, c'est l'objet de la session juste après de Julien Simon, avec SageMaker notamment. Mais donc là, on va vraiment se concentrer sur comment déployer et utiliser un modèle de deep learning dans un contexte de edge computing. Donc au programme, on va démarrer par redéfinir un peu ce qu'on entend par deep learning sur du edge computing, les principaux cas d'utilisation, les contraintes techniques aussi, et les principes d'architecture. Ensuite, on va voir différentes stratégies de déploiement, d'architecture pour générer des prédictions. Alors, soit, dans certains cas, on va pouvoir générer des prédictions sur le cloud, et dans d'autres cas, on va pouvoir générer les prédictions directement donc, sur les machines déployées sur le terrain, sur le edge. Et ensuite, donc, je vais vous présenter deux principaux services que sont alors Greengrass. Greengrass, je vais vous présenter les principales fonctionnalités et je vais vous faire un focus particulier sur la fonctionnalité de ML Inference, donc qui, comme son nom l'indique, va permettre de déployer des modèles de machine learning sur du edge computing. Et ensuite, donc, on va parler un peu de Deep Lens. Donc, il y a eu un peu de teasing de Julien Simon ce matin sur le sujet. J'espère aussi que les dieux de la démo seront avec moi. J'ai eu quelques petits soucis de connectivité, puis je l'ai déjà fait tomber 2-3 fois. Heureusement, c'est de la moquette. Mais voilà, normalement, on devrait avoir une petite démonstration pour vous montrer un peu les principales capacités du Deep Lens. Et pour finir, pour conclure, 2-3 astuces, recommandations sur comment bien démarrer son projet de ce type-là. OK? Alors, Deep Learning sur du Edge Computing. Le mieux, c'est de vous présenter un projet que je trouve très intéressant, qui est très parlant, qui illustre parfaitement le sujet. Donc, ce projet, je le trouve fabuleux. Donc, l'idée, c'est, voilà, on est dans l'idée d'utiliser des techniques de deep learning avec la caméra en haut de l'aquarium qui permet de détecter la position du poisson dans l'aquarium, ce qui permet donc d'en faire un véhicule et d'emmener le poisson là où il a envie d'aller. Donc, je trouve ça vraiment révolutionnaire. On a trouvé enfin un moyen de transport pour que les poissons puissent partir à la découverte du monde. Je trouve ça génial. Donc, plus sérieusement, donc, je vous apprends rien si je vous dis qu'on se dirige donc, tout droit vers un monde où les appareils, les machines en tout genre seront de plus en plus intelligentes, de plus en plus autonomes. On entend parler de smart quelque chose un peu partout. Smart home, smart véhicules, smart cities, smart factories, etc. Et souvent, l'objectif de ces projets-là, c'est quoi? C'est d'être capable donc, d'injecter de l'intelligence au plus près de la source de données pour pouvoir réagir le plus rapidement possible aux informations qu'on va être capable de capturer. Donc ça peut être des informations de type image, vidéo, ou alors du son, de la voix. Et à chaque fois, donc, l'objectif, ça va être d'utiliser des techniques de deep learning, c'est-à-dire des modèles à base de réseaux de neurones, pour pouvoir générer des inférences, c'est-à-dire tirer du sens de ces informations et d'être capable de réagir par rapport à ce qu'on a observé, la détection d'un objet, d'un visage, etc., etc. Donc les cas les plus connus, c'est la voiture autonome.
On a aussi, dans le monde industriel, tous les cas de maintenance prédictive, de détection d'anomalies. Aussi beaucoup de cas de vidéosurveillance. Tout ça va utiliser des mêmes techniques de deep learning pour analyser les données et réagir le plus rapidement possible, donc en étant au plus proche de la source de données. Donc les principaux challenges sur ce type de projet, c'est déjà, il faut être capable de travailler avec un matériel, des objets, donc des appareils qui sont contraints d'un point de vue matériel, donc en termes de CPU, de mémoire, de stockage et de consommation énergétique. Donc on n'est pas dans l'utilisation d'un environnement virtuel comme on a l'habitude de l'utiliser sur le cloud, où on a l'élasticité qu'on veut, etc. Là, on est vraiment sur l'utilisation d'objets contraints. Alors, dans certains cas de figure, ça ne pose pas de problème parce que l'appareil en question va pouvoir, s'il a une bonne connectivité, faire un appel distant sur le cloud pour générer des prédictions. Donc, il n'y a pas besoin que l'objet lui-même soit puissant. Mais dans d'autres contextes, notamment par rapport à cette problématique de connectivité réseau, il va falloir que l'objet, l'appareil, soit capable de générer les prédictions en local. Donc, pour plusieurs raisons. Premier exemple, c'est dans le cas où on a besoin de latence extrêmement faible. Donc, si je reviens sur l'exemple de la voiture autonome, pour implémenter le système d'évitement de collision, il faut être capable de réagir, non pas à la milliseconde, donc on ne peut pas se permettre d'attendre et de faire un appel au cloud. Il faut être capable de réagir à la microseconde pour éviter cette collision. Deuxième cas d'usage, la vidéosurveillance. Dans ce cas-là, le flux de données de la source de données peut représenter un gros volume. Et ça ne fait pas toujours sens d'envoyer ce flux systématiquement sur le cloud, avec tous les coûts de bande passante que ça peut générer. On a la possibilité, dans certains cas, d'exécuter des traitements, des prédictions directement sur la caméra pour éviter de systématiquement envoyer tout ce flux en centrale. Et puis dans d'autres cas, donc, on doit être capable aussi de gérer des prédictions, y compris quand l'appareil a perdu totalement la connexion. Donc c'est le cas des véhicules souvent, ou dans des installations sur des sites où l'installation de l'infrastructure réseau ne permet pas d'avoir un réseau fiable. Donc il faut être capable quand même d'agir, de réagir, y compris quand on perd la connexion avec le cloud. Donc ce qui nous amène aussi à la problématique de comment déployer un modèle de deep learning et comment déployer aussi le code qui va charger ce modèle et générer les prédictions sur une flotte d'appareils, de devices, avec toute la complexité que ça engendre. C'est vraiment un sujet à part entière, l'aspect déploiement sur une flotte de devices. Donc ce qu'on veut pour déployer ce type de solution, c'est donc je vais revenir très rapidement sur ce sujet-là, mais c'est un non-sujet, c'est l'objectif, c'est d'utiliser le cloud et les bénéfices du cloud pour entraîner les modèles, parce que c'est là où on va retrouver les machines qui apportent la puissance de calcul, notamment pour être capable de entraîner ces modèles et de réduire au maximum les temps d'entraînement avec des grosses machines et de l'élasticité pour pouvoir itérer rapidement sur les différentes versions du modèle et le tuner. Et ensuite, donc, utiliser le cloud pour déployer ce modèle. Ensuite, donc, comme on l'a vu, il y a deux grandes approches. La première, c'est de générer les prédictions sur le cloud, ou alors, dans le cas où on a besoin de gérer cette problématique de connectivité, avoir la capacité de générer les prédictions, non pas sur le cloud, mais donc sur les appareils, avec des bonnes performances. Et enfin, dernier besoin pour ce type de solution, c'est comme d'habitude d'avoir le maximum de flexibilité. Flexibilité dans le choix du framework. Donc on va parler MXNet, TensorFlow, etc. Flexibilité dans le choix du langage de programmation. Alors sur ce type de thématique, on parle surtout de Python, mais on peut très bien avoir à utiliser d'autres langages. Et flexibilité aussi dans le support des différentes architectures physiques de CPU qui sont utilisables au sein des appareils. OK ? Donc première étape, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en termes d'entraînement des modèles, l'idée c'est d'utiliser le cloud. Donc, comme l'a expliqué Julien Simon ce matin, globalement, on propose différents types d'instances de machines virtuelles, d'instances EC2, notamment les C5, qui vous permettent d'avoir des grosses capacités en termes de CPU.
Donc on est sur des machines qui peuvent aller jusqu'à 72 vCPU, 144 Go de RAM, donc avec une architecture qui va être vraiment dédiée pour avoir la capacité d'accélérer l'entraînement des modèles de deep learning. Et les instances P3 qui, elles, fournissent des GPU avec donc des NVIDIA Tesla V100, donc qui vont permettre vraiment d'apporter la capacité hardware nécessaire à entraîner ce type d'algorithme. Donc pour aller plus loin et pour faciliter la vie des data scientists, on fournit donc des AMI, des images de machines virtuelles, qui contiennent la plupart des frameworks les plus populaires en termes de deep learning, donc notamment MXNet, TensorFlow, Caffe, PyTorch, etc. Et aussi des interfaces d'abstraction, donc Keras, Gluon, entre autres. Et donc, on package tout ça sous forme d'AMI, ce qui vous permet en un clic de démarrer une instance EC2 avec tous ces outils-là déjà installés, configurés, prêts à l'emploi. Donc, très pratique pour pouvoir démarrer très rapidement vos développements. Et évidemment, on met à jour régulièrement cet AMI pour contenir les dernières versions des packages. Et donc, pour aller plus loin et faciliter aussi la gestion de l'infrastructure pour tous les cycles de vie, enfin tout le cycle de vie du développement, de l'entraînement, du déploiement des modèles de machine learning. On fournit maintenant donc SageMaker. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail sur ce service-là. Julien, Simon va revenir en détail juste après moi, donc restez là si ce sujet-là vous intéresse. OK, donc en termes de stratégie, d'options pour générer des prédictions, donc on l'a vu, il y a deux approches, soit sur le cloud, soit sur les appareils. Deux premières approches sur le cloud, on va voir qu'il y en a une qui consiste à utiliser AWS IoT et Lambda pour exécuter, donc charger le modèle et exécuter les prédictions. Ou alors, il y a aussi une intégration native dans SageMaker qui permet d'exposer un endpoint HTTP. Donc dans les deux cas, ici, l'appareil va devoir faire un appel distant pour générer la prédiction et récupérer le résultat de l'inférence. Autre stratégie, donc là, on est dans l'idée de générer les prédictions directement sur les appareils. Donc là, il y a deux stratégies. Soit vous utilisez du code et un modèle qui va être directement provisionné sur les appareils, directement à la fabrication des objets, et où vous pouvez avoir à utiliser vos autres outils maison ou commerciaux pour mettre à jour ce modèle à distance. Ou alors, utiliser Greengrass, qui est fait pour ça, justement, c'est-à-dire automatiser, industrialiser tout l'aspect déploiement du modèle et du code qui va permettre de générer les prédictions. Okay, donc on va passer en revue ces différentes options-là et voir un peu quels sont les avantages et inconvénients. Donc la première option consiste à utiliser AWS IoT et Lambda pour générer les prédictions. Donc dans tous les cas, on peut utiliser SageMaker pour entraîner le modèle ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser d'autres outils du marché ou directement l'AMI qu'on met à disposition pour entraîner vos modèles. Il n'y a rien qui vous impose d'utiliser SageMaker, mais c'est ce qu'il y a clairement de plus simple, de plus naturel à utiliser aujourd'hui sur AWS. À la fin, il faut que le modèle soit stocké sur un bucket S3, ou alors directement embarqué dans le package, le zip de la fonction lambda, puisque vous allez avoir à implémenter une fonction lambda qui va se charger de charger le modèle qui va se trouver donc sur le bucket S3, ou alors qui est déjà dans le package de la fonction, charger les librairies, par exemple MXNet, TensorFlow, etc., et derrière exécuter tout le code du framework de deep learning pour générer les prédictions. Et cette fonction-là va être exécutée, invoquée, à chaque fois qu'un message va être envoyé de l'appareil vers AWS IoT. Donc, je vais revenir par la suite sur AWS IoT. Globalement, dans AWS IoT, il y a un broker MQTT. Et donc, dans le cas où l'appareil voudrait récupérer une prédiction, il publierait un message sur un topic MQTT. Vous pouvez configurer une simple règle dans le moteur de règles AWS IoT qui va déclencher l'exécution de la fonction automatiquement pour chacun des messages qui arrivent sur ce topic MQTT. Et l'idée, c'est que la fonction lambda, une fois qu'elle a généré la prédiction, elle republie le résultat sur un autre topic sur lequel l'appareil est en souscription pour pouvoir récupérer le résultat. Donc c'est très adapté dans le cas où vous avez des appareils contraints qui sont capables de plutôt parler en MQTT et pas forcément en HTTP.
L'intérêt de cette solution aussi, c'est qu'elle est assez optimisée d'un point de vue coût, parce que là, on est sur une architecture donc, complètement serverless, complètement événementielle, où vous allez être facturé. Alors sur AWS IoT, c'est pour chaque million de messages qui passent par AWS IoT, et sur Lambda, c'est chaque centaine de millisecondes d'exécution de la fonction. Donc quelque chose de très optimisé d'un point de vue coût. Par contre, voilà, il faut que ce soit quelque chose il faut que les appareils aient une connectivité permanente avec le cloud, c'est-à-dire que si elles perdent la connexion, elles ne seront pas capables de récupérer des prédictions. L'autre contrainte aussi, c'est qu'il faut que les objets soient provisionnés sur AWS IoT, c'est-à-dire que pour que l'objet puisse publier ou souscrire sur un topic MQTT, il faut qu'il ait un moyen de s'authentifier. Donc ça passe généralement par l'utilisation d'un certificat client et également configurer les bonnes permissions permettant donc de dire si oui ou non l'appareil a le droit de publier ou de souscrire à tel ou tel topic MQTT. Donc voilà la première option pour générer des prédictions sur le cloud. La deuxième option, c'est d'utiliser SageMaker directement. Donc encore une fois, vous pouvez entraîner le modèle sur SageMaker ou alors l'entraîner ailleurs, mais cette fois-ci l'importer sur SageMaker pour derrière avoir la capacité à déployer ce modèle et générer en fait un endpoint HTTP qui sera accessible depuis les appareils distants. Donc comme sur le précédent scénario, c'est très adapté dans le cas où l'appareil n'a pas la capacité à exécuter des traitements de type inférence en local, donc il n'est pas assez puissant pour ça. Dans le cas où on n'a pas la capacité, d'un point de vue outillage, à facilement déployer des mises à jour de nouveaux modèles sur les appareils. Et donc globalement, ça va être intéressant aussi pour centraliser toute la partie prédiction, plutôt que ce soit réparti sur les N appareils distants. Voilà, donc là, dans ce cas-là, il faut aussi que... alors, l'avantage par rapport à la précédente option, c'est que vous n'avez pas d'implémentation de fonction lambda. Ça, c'est fait nativement par SageMaker. Vous n'avez pas besoin de provisionner vos objets sur AWS IoT. Par contre, voilà, il faut que l'objet ait la capacité de faire des calls HTTP distants. Donc, dans le cas où on veut générer les prédictions sur les appareils, deux options. La première, encore une fois, on entraîne le modèle sur SageMaker et donc soit au moment de la fabrication des objets, on va installer le modèle et le code qui va utiliser ce modèle. Soit aussi, vous avez la possibilité d'utiliser vos propres outils open source, commerciaux, mais à mettre en place par vous-même pour être capable de mettre à jour ce modèle et ce code. Donc ça, plus adapté dans le cas où l'objet n'a pas une connectivité permanente avec le cloud. Par contre, il faut que l'appareil ait suffisamment de puissance pour générer ses prédictions. Et donc la dernière option, pour aller plus loin, c'est donc d'utiliser Greengrass pour automatiser tout ce process de déploiement, de mise à jour du modèle et du code associé. Donc encore une fois, utilisation de SageMaker pour entraîner le modèle, ou pas. Derrière, il faut que vous implémentiez une fonction lambda. Donc, de la même manière que sur la première option, vous avez une fonction à implémenter qui va charger le modèle et générer les prédictions. Donc, globalement, en termes d'implémentation, on est sur le même type d'implémentation de fonction lambda. Et au niveau de la configuration de Greengrass, alors je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça ressemble, mais dans le groupe Greengrass, il va falloir ajouter deux ressources. Une ressource de type fonction lambda, donc qui est celle que vous avez à implémenter, et une autre ressource de type machine learning, donc qui est le modèle. Vous allez voir qu'il peut venir d'un bucket S3 ou directement de SageMaker, dans le cas où le modèle a été entraîné sur SageMaker. Et ensuite, vous pouvez utiliser la console, les API, les outils de ligne de commande, etc. pour déclencher l'automatisation du déploiement de tout ce code-là sur différents groupes de devices Greengrass. Donc l'intérêt de cette stratégie, c'est que vous avez sur l'objet un modèle de programmation qui est très similaire à ce que vous avez l'habitude d'implémenter sur le cloud, parce qu'on repose sur les mêmes technologies de fonction lambda. Très adapté dans le cas où vous voulez déployer des mises à jour régulièrement de vos modèles, puisqu'on a tout l'outillage qui va permettre de faire ça.
Vous pouvez aussi utiliser Greengrass dans le cas où, imaginons, vous avez plusieurs objets dans un réseau local. Imaginons la maison. À la maison, vous avez des ampoules, des interrupteurs, des prises connectées, etc. Vous pouvez très bien avoir une gateway, donc sur laquelle est installé Greengrass, et qui va être le composant sur lequel vous allez générer les prédictions pour l'ensemble des besoins de la maison. Donc on va voir par la suite, Greengrass, c'est aussi ça, son rôle, c'est d'avoir la capacité à communiquer avec tous les autres objets en local. Et donc pour ce cas de figure, il faut un certain nombre de requirements techniques pour la gateway sur laquelle va être installé Greengrass, sachant qu'il faut à minima un CPU et 128 mégas de RAM. Et ça repose sur un OS Linux. Et aussi, vous avez dans ce cas de figure à gérer l'aspect provisioning des gateways Greengrass sur AWS IoT, avec encore une fois l'installation de certificats clients ou autres mécanismes à base de clés pour gérer l'authentification et les autorisations. OK, donc maintenant je vais vous présenter Greengrass et en particulier la fonctionnalité ML Inference. Alors, avant de rentrer dans Greengrass, ce qu'il faut voir, c'est que Greengrass fait partie du portfolio IoT. Donc, je vais revenir un peu sur les principaux services composants quand on parle d'IoT sur AWS. Et donc, notamment, le premier service auquel on pense pour de l'IoT sur AWS, c'est IoT Core. Donc, IoT Core, c'est quoi? C'est principalement un point d'entrée, une gateway scalable, capable de gérer des millions de connexions en simultané, et qui va parler un protocole plus adapté dans le monde de l'IoT, donc typiquement du MQTT. Et va gérer aussi tout l'aspect sécurité, comme je viens de le dire, à travers l'utilisation de certificats clients, etc. Derrière cette gateway, en fait, vous avez un broker MQTT, donc lui aussi scalable. Alors l'ensemble des fonctionnalités est complètement managé, on est vraiment dans une logique serverless. Et donc ce broker MQTT repose sur un modèle de communication publish-subscribe, où les objets vont pouvoir à la fois publier, mais aussi souscrire à des topics, ce qui permet aux objets de communiquer entre eux à travers le cloud. Donc AWS IoT Core joue vraiment aussi le rôle d'orchestrateur, parce que derrière, vous pouvez aussi configurer le moteur de règles derrière le broker MQTT, disant, voilà, à l'aide de règles définies en format SQL, vous pouvez définir facilement, voilà, pour chacun des messages qui arrivent sur tel topic MQTT, alors va stocker ces messages sur S3, sur DynamoDB, voilà, les différents services de stockage de la plateforme, ou aller directement calculer des analytics, que ce soit en real-time ou ultérieurement en interactif ou en batch. Mais vraiment, voilà, c'est un pont IoT Core entre les objets connectés et l'ensemble de la plateforme AWS. Et donc Greengrass, c'est une extension d'IoT Core. Donc on retrouve sur Greengrass les principales fonctionnalités qu'on a l'habitude d'utiliser sur IoT Core. Donc notamment un broker MQTT local, ce qui permet aux objets au sein du réseau local de pouvoir communiquer les uns avec les autres, y compris en cas de coupure de connexion avec le cloud. C'est aussi, donc ça repose sur les mêmes mécanismes de sécurité en termes d'utilisation des certificats clients. Et ça amène également autre chose intéressante, c'est qu'on a la capacité d'exécuter du code, des fonctions donc lambda, directement sur la gateway. Alors nous, ce qu'on fournit, Greengrass, c'est du software. Nous, on ne fournit pas le hardware. Hein. Greengrass, c'est vraiment un logiciel à installer sur un Linux, encore une fois. Mais voilà, vous avez tout le runtime d'exécution de fonctions lambda qui peuvent être développées en Python, en Node.js ou en Java pour introduire déjà de l'intelligence, de la logique en local. Ça peut être très simplement du filtrage, de la transformation, de l'agrégation de données pour vraiment envoyer sur le cloud que ce qui a de la valeur. Mais ça peut être aussi, on va le voir par la suite, l'exécution de modèles de machine learning. Donc ça, c'est Greengrass. Et puisque Greengrass est une extension d'IoT Core, vous pouvez utiliser les autres services du portfolio qui vont permettre de simplifier un certain nombre d'autres tâches, notamment la partie gestion des devices, donc gestion de déploiement sur une flotte de devices. Ça, c'est la partie device management, donc avec tout l'aspect onboarding en masse, donc être capable de gérer des millions de certificats clients, par exemple, et avoir la capacité de déployer des software updates sur des groupes d'objets. Ça, c'est device management. Vous avez aussi des fonctionnalités orientées sécurité,
Donc on a vu déjà, il y a des choses à mettre en place en début de projet, notamment la génération des certificats clients et la gestion des permissions. Mais ensuite, pour s'assurer de la sécurité dans le temps, vous avez des fonctionnalités à travers Device Defender qui vous permettent d'auditer en continu les appareils et de s'assurer qu'il n'y a pas des vulnérabilités connues et donc des risques par rapport aux objets qui utiliseraient telle ou telle version de patch de sécurité. Et donc par rapport à ça, on a la capacité de lever des alertes et potentiellement automatiser le déclenchement d'un déploiement d'une software update pour pallier à ce problème de sécurité. Et pour finir, en termes d'analytics, donc je vous ai dit que déjà, IoT Core est un pont entre les objets connectés et l'ensemble des services d'analytics de la plateforme AWS. Mais on a aussi un service d'analytics dédié IoT qui va typiquement vous aider à très simplement configurer un pipeline dans lequel vous allez pouvoir, par configuration, gérer le nettoyage des données, la transformation, l'enrichissement des données, avant qu'elles soient stockées dans une base type time series. Et ce qui vous permet derrière aussi de pouvoir facilement écrire des requêtes SQL pour requêter cette base time series. Et vous pouvez derrière facilement aussi intégrer des outils de BI, notamment QuickSight, qui est notre service de BI, pour générer des graphes, des dashboards, des reports, pour visualiser les résultats de vos requêtes. Et derrière, on peut utiliser aussi IoT Analytics pour finalement alimenter le dataset qui va permettre d'entraîner les modèles de deep learning sur SageMaker. Donc là, on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'en utilisant IoT Analytics, on a la capacité derrière d'entraîner le modèle, de le réentraîner à mesure qu'on reçoit de la nouvelle donnée sur le cloud, et ensuite, in fine, utiliser donc la fonctionnalité ML Inference de Greengrass pour mettre à jour le modèle sur la gateway Greengrass. OK, donc comment fonctionne cette fonctionnalité ML Inference? Donc c'est très simple. En haut à droite, vous avez le cloud. En bas à gauche, la gateway sur laquelle Greengrass est installé. À tout moment, vous pouvez déclencher le déploiement du modèle et de la fonction lambda. Donc c'est un appel d'API sur Greengrass. Vous pouvez configurer l'exécution de cette fonction lambda de deux différentes manières. Soit vous pouvez configurer le fait que la fonction lambda s'exécute à chaque fois qu'un message arrive sur un topic MQTT, sur le broker local à Greengrass. Soit vous pouvez configurer la fonction lambda pour tourner en permanence, en background, avec potentiellement une boucle infinie qui va aller lire typiquement le contenu de la webcam pour générer les prédictions par rapport à ces données-là. Donc aujourd'hui, ça supporte principalement les frameworks MXNet, TensorFlow. On va voir de quoi on parle. Mais vous avez la possibilité d'utiliser d'autres frameworks. C'est juste que pour ces deux frameworks-là, on propose des librairies précompilées pour vous simplifier l'implémentation de ces fonctions. Voilà. Et donc après, la fonction, une fois qu'elle a récupéré la prédiction, donc vous avez la capacité de réagir en local. Et si vous le souhaitez, d'envoyer des informations aussi sur le cloud pour consolider d'un point de vue central tout ce qui a pu être généré en local. OK, donc ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible du fond de la salle. Donc, comme je vous disais, là c'est un extrait de la console Greengrass. Donc, pour pouvoir configurer ML Inference, l'objectif, c'est quoi? C'est donc d'être capable de créer une ressource de type machine learning. Et cette ressource, on va la récupérer soit sur un bucket S3, soit donc sur un modèle qui se trouve sur SageMaker, parce qu'il a été soit entraîné sur SageMaker, soit importé sur SageMaker. Et à la fin, on va déposer ce modèle-là dans un répertoire local à la gateway, qui est spécifié ici en bas. Généralement, dans un contexte de machine learning, on a besoin d'accéder à d'autres ressources locales de la gateway. Donc c'est le cas par exemple du file system. C'est le cas par exemple si sur la gateway il y a une caméra ou d'autres périphériques, donc typiquement des accélérateurs GPU, FPGA. Donc pour ces ressources locales à la gateway, il faut donner les permissions finalement à la fonction lambda d'accéder à ces ressources. Donc ça se fait par le fait de déclarer des ressources locales, donc qui peuvent être de type device, périphérique ou un volume dans le cas où on voudrait accéder au file system. Voilà, donc comme je disais, vous avez la possibilité de récupérer
des librairies précompilées de MXNet TensorFlow. Rien ne vous empêche d'utiliser d'autres frameworks que vous compileriez vous-même. Mais ça, c'est voilà, une simplification pour vous aider à mettre en place l'implémentation. Et donc, les librairies ont été précompilées pour ces 3 architectures, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson TX2 et de l'Intel Atom. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces packages, vous avez aussi des exemples de fonctions lambda. Donc, une fonction lambda qui va charger le modèle, encore une fois, de deep learning et ensuite exécuter les inférences. Ça ressemble globalement à ça. Donc là, c'est juste un extrait, il n'y a pas toutes les lignes, mais le principal est là. Tout en haut, donc l'import typiquement de MXNet, le package Python permettant de charger les librairies système MXNet. Ici, quelques lignes pour charger le modèle. Et on voit que le modèle ici a été récupéré sur ce répertoire en local de la gateway. Et ensuite, l'utilisation des fonctions proposées par le framework. Là, typiquement, c'est un forward. Mais voilà, c'est ce qui va permettre derrière de générer des inférences, des prédictions par rapport au modèle qu'on a chargé et par rapport aux données en input qu'on va donner sur le modèle. Voilà pour Greengrass ML Inference. Donc, pour mettre en place ce type de projet, généralement, on a besoin très rapidement d'avoir un appareil prêt à l'emploi. Donc vous avez vu, là, j'ai montré la partie service Greengrass et comment Greengrass peut vous aider à déployer le code et le modèle. Mais il vous manque quelque chose pour pouvoir démarrer, c'est un appareil. Et donc, généralement, ce qu'on veut, c'est pouvoir démarrer très rapidement un POC sur lequel on va pouvoir, le plus rapidement possible, commencer à travailler sur le modèle de deep learning parce que c'est celui-là qui vous permet de tirer de la valeur métier, en fait. Et donc, une des raisons d'être aussi de DeepLens, au-delà du fait que ça aide aussi à apprendre des technologies de deep learning, c'est de vous donner un moyen de facilement démarrer vos POC sans avoir à vous préoccuper de comment vous allez devoir concevoir, fabriquer l'objet avant d'avoir écrit la moindre ligne de code de deep learning. Donc, DeepLens, c'est un objet, c'est une caméra. Donc, je vais vous la montrer un peu plus tard. Je l'ai là sur le desk. Typiquement dédié pour construire, déployer du deep learning. Donc, il y a le support des frameworks MXNet, TensorFlow et Caffe pour l'instant. Et donc, il y a une intégration native avec SageMaker parce que dans DeepLens, il y a un Greengrass. Donc, en utilisant DeepLens, vous avez par défaut toute l'infrastructure nécessaire, Greengrass compris, SageMaker compris, pour commencer à travailler. Et vous allez voir, vous avez des exemples de projets sur lesquels vous pouvez itérer très rapidement pour les customiser par rapport à vos propres besoins. Donc, d'un point de vue spécification technique, ça ressemble à ça. Donc, globalement, c'est une caméra 4 mégapixels, capable de capturer des images en 1080p. Et derrière, donc, vous avez un certain nombre de ports. Un des moyens d'utiliser la DeepLens, c'est de la plugger sur un écran avec un port micro HDMI. Et vous avez aussi donc, des ports USB permettant de câbler un clavier et une souris. Et vu qu'il y a un OS Ubuntu, en fait, vous avez l'interface graphique Ubuntu et vous pouvez l'utiliser comme un Raspberry, en fait, sur lequel vous pouvez lancer les outils dont vous avez besoin. Ça, c'est un moyen de l'utiliser, mais on va le voir. Un autre moyen, c'est juste de brancher la DeepLens, configurer soit le Wi-Fi, soit le réseau via de l'USB. Et donc y accéder à distance. On verra sur la console, vous avez un moyen aussi de streamer la vidéo directement à distance, donc sans avoir à configurer un écran. Et donc c'est un appareil qui a été conçu en partenariat avec Intel, donc qui contient des processeurs typiquement dédiés justement à la résolution de ce type de problématiques, c'est-à-dire des calculs intensifs mathématiques pour du deep learning, avec notamment donc, une carte GPU Gen 9 Graphics qui est embarquée. Donc, par défaut, vous avez accès à un certain nombre de projets, d'exemples. Donc, c'est de la détection d'objets, par exemple, détection de visage, détection d'activité, ce genre de choses.
L'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir avoir un exemple de projet qui, de bout en bout, de SageMaker jusqu'au déploiement sur Greengrass, vous permet d'avoir tout le socle technique qui vous permet de, très rapidement, customiser ces modèles-là pour vos propres besoins et créer votre propre projet. Alors, d'un point de vue architecture, ça ressemble à ça. Donc, comme je le disais, du Greengrass et du SageMaker, parce que ça repose sur les services que je vous ai présentés précédemment. Donc, c'est la fonction lambda qui, en local, va exécuter les prédictions. Le résultat des inférences va être envoyé sur un topic MQTT, ce qui vous permet, si vous le voulez, de pouvoir facilement créer des règles sur le moteur de règles pour déclencher des traitements quelconques, des fonctions lambda, etc., pour utiliser le résultat de ces inférences. Et vous avez aussi la possibilité, alors ça c'est un des moyens d'utiliser DeepLens, c'est-à-dire générer les prédictions sur l'objet. Et vous avez aussi toujours la possibilité de continuer à travailler plutôt avec une génération des prédictions sur le cloud, cette fois-ci plutôt en envoyant le flux vidéo sur Kinesis Video Streams, qui vous permet derrière de facilement configurer Recognition Video, donc qui va vous permettre de simplement récupérer des inférences de type détection d'images, d'objets, détection de visage, de célébrités, etc., etc. OK, donc je vous propose une petite démo, en espérant que ça marche. Hop, pardon. Voilà, donc je voulais juste vous montrer le petit joujou. Au passage, je remercie Michael, je ne sais pas s'il est là, qui vient de Seattle. Parce qu'en fait, les premiers DeepLens viennent tout juste d'être livrés chez les clients. Il vient de passer en GA, donc prêt pour la production depuis la semaine dernière. Donc il est tout frais de Seattle, celui-là. Donc vous voyez ici les différents ports. Et donc vous voyez qu'ici, j'ai simplement branché le power et donc un USB pour plugger de l'Ethernet. Donc il est accessible sur le réseau. Donc au niveau de la console DeepLens, ça ressemble à ça. Est-ce que ça marche? Il y a trois principaux éléments sur le menu de gauche. Donc vous avez les projets. Voilà, c'est là où vous pouvez très facilement créer un projet, par exemple en utilisant un des exemples fournis par défaut. Donc, vous retrouvez les principaux, voilà, détection d'objets, style artistique, détection de visage, etc. Tiens, je vais en lancer un comme ça. Donc next, vous lui donnez un nom, une description, très bien. Et donc là, ce qui se passe, c'est que ça va créer toutes les ressources nécessaires, c'est-à-dire le modèle stocké sur un bucket S3, la fonction lambda qui va être derrière déployée sur le DeepLens, et la configuration du Greengrass pour faire référence à la fois au modèle et à la fonction lambda. Donc là, je vais pas déployer le projet sur la DeepLens, parce que j'en ai déjà un de déployé, et ça prend quelques minutes, donc ce n'est pas très intéressant à regarder. Mais globalement, comment ça fonctionne, c'est il suffit derrière de sélectionner le projet. Alors, lui, il n'est pas prêt. De cliquer ici sur Deploy to Device. On sélectionne le device sur lequel on veut déployer le projet. Et voilà, encore une fois, on a toute la tuyauterie, la mécanique Greengrass, etc., qui est déjà en place et déjà prête à l'emploi. Et donc ici, on retrouve les détails par rapport au device, donc la version, est-ce qu'il est bien enregistré, est-ce qu'il est bien online. Et chose intéressante, donc vous avez un bouton en haut à droite, View Output, qui vous permet, alors je crois que j'ai déjà ouvert, voilà, non, je n'ai pas déjà ouvert, ce qui vous permet à partir du navigateur de directement récupérer le flux. Voilà. Alors il y a deux onglets, il y a le flux vidéo brut et le flux correspondant donc au projet. J'aurais peut-être pas dû cliquer là d'ailleurs.
Donc il y a un petit temps d'initialisation du chargement du flux. Donc là, on est vraiment sur le flux brut. Là, pour l'instant, ce que j'ai déployé comme projet, c'est de la détection de visage. Donc on voit ici qu'on est sur le flux brut. Je n'ai pas d'éléments supplémentaires que sur la vidéo. Et voilà. Donc puisque j'ai activé le projet de détection de visage, on voit que j'ai le frame qui entoure mon visage avec le pourcentage de confiance sur la détection du visage. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Autre élément intéressant, donc en bas à droite, je ne sais pas si c'est très clair, ici vous avez la référence au topic MQTT d'Address IoT sur lequel les inférences sont envoyées. Donc vous avez aussi la capacité à très simplement ouvrir la console Address IoT. Vous avez une console qui vous permet de facilement souscrire à un topic et de voir les messages qui arrivent sur ce topic. Donc là, en l'occurrence, le message est vide parce que j'ai déplacer la cam. Mais voilà, si je la remets en face de moi et que j'ai mon visage qui est détecté, voilà, on voit qu'il y a les messages qui arrivent en temps réel, basés sur les inférences qui ont été générées sur la Deep Lens. Donc voilà pour la petite démo de Deep Lens. Donc il me reste juste quelques minutes pour conclure. Alors, comment démarrer un projet de ce type, Deep Learning en Edge Computing? Donc on l'a vu, c'est des projets qui sont très techniques, qui peuvent très rapidement amener à être perdus, noyés dans des détails techniques, puisqu'on a à la fois besoin d'expertise sur l'IoT, avec toutes les problématiques de conception, de fabrication d'un objet, et aussi des demandes de l'expertise d'un point de vue data science, avec des techniques de deep learning très avancées, qui nécessitent vraiment de s'y connaître dans ce domaine-là. Donc voilà, on a très rapidement tendance à potentiellement se noyer dans des détails techniques. En tout cas, c'est le feedback qu'on a de certains de nos clients qui voilà, se sont noyés dans ces détails techniques et au bout de 2-3 ans de projet, n'arrivent pas finalement à concrétiser leur projet. Donc quelques recommandations du coup par rapport à ça. La première des recommandations, c'est dès les premières discussions, intégrer au maximum les métiers dans les discussions pour définir quels sont les outcomes, les résultats attendus d'un point de vue business. Ça va vous permettre de vraiment toujours vous concentrer sur quels sont les enjeux métiers et non pas les considérations techniques. Donc ça peut paraître banal ce que je dis, ça peut s'appliquer à tout type de projet, mais c'est d'autant plus important sur ce type de projet qui est vraiment très technique. Ce qu'on voit, ce qui marche chez nos clients, c'est les projets qui arrivent à délivrer en 12 mois maximum. Et ça, potentiellement, ça nécessite de réduire au maximum le scope, c'est-à-dire essayer autant que possible de ne pas penser solution globale, mais essayer vraiment de restreindre au maximum le scope de votre projet pour vous donner vraiment tous les moyens d'avoir la capacité de déployer et d'avoir très rapidement des résultats concrets d'un point de vue business. Idéalement, il faudrait être capable de démontrer quelque chose de concret au bout de 4 mois. Et s'il faut, utiliser un device extrêmement simple, basique. Donc ça peut être un Raspberry Pi, mais vous l'avez vu déjà, un Raspberry Pi, il faut acheter les bons équipements, les connecteurs, potentiellement installer les librairies, les compiler avec les problèmes de version de package, etc. Bon, ça peut être vite compliqué. Donc typiquement, le Deep Lens, ça peut être un bon moyen d'avoir un appareil sur lequel je vais pouvoir très rapidement travailler sur le deep learning, parce que c'est ça qui va me générer de la valeur d'un point de vue métier. Donc voilà pour les recommandations. Aussi, n'hésitez pas, ne partez pas seul sur ce type de projet. On a des consultants professional services qui sont aguerris sur ce type de problématique, qui ont déjà de l'expérience par rapport à ça. On a aussi des partenaires donc avec des compétences IoT et IA qui peuvent vous accompagner. N'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça. Et pour finir, voilà, si vous voulez creuser un peu plus par rapport aux différents services que je vous ai présentés, n'hésitez pas, voilà, il y a quelques pointeurs très utiles pour démarrer sur SageMaker, sur Greengrass et Deep Lens. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. N'hésitez pas à venir nous voir au Tech Bar si vous avez des questions techniques. Il y a aussi un Innovation Corner sur lequel il y a des démos clients et partenaires.
qui notamment utilisent certains Greengrass et Deeplen's. Donc n'hésitez pas à venir les visiter pour voir un peu concrètement des cas d'usage réels. Voilà, merci.